Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Dernière semaine pour nous de cette saison. Mais on va revenir. Mais on va revenir, oui, on espère revenir, on ne sait jamais. Ah bon, vous avez des informations dans ce sens-là? Non, mais le mercato est tellement fou qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on va me demander de faire le 20h de TF1. Non, je plaisante. On sera là en septembre et on est là avec vous sur Sud Radio et tout l'été, vous allez avoir des programmes formidables. Oui, il y a Sophie Darel qui arrive, vous le savez. Oui, je sais. Pour raconter des anecdotes. On va être en direct d'Avignon. Oui. Et puis le Tour de France. Le Tour de France, bien évidemment. Bonjour à notre invité, Sébastien Thomas. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes présentateur météo. Oui. Votre visage, évidemment, est connu. Vous présentez sur France Télévisions le journal Météo Climat depuis le 20 juin. C'est ça ? Je sais pas, il y a marqué depuis le 20. Depuis le 20 juin, c'est le météo, c'est l'arrivée de la météo de l'eau. Mais nous, on a commencé en 2023. Au printemps 2023. Moi, je lis bêtement ce qu'il y a sur ma fiche. Non, il y a écrit France Télévisions lance la météo du jour en collaboration avec BGM depuis le 20 juin. Oui, mais comme il n'y a pas de point, vous avez mis une majuscule. Je lis bêtement. Mais 20h50 sur France 2, 18h50 sur France 3 et 22h50 sur France Info, nouveau canal 16, évidemment. On a eu envie de vous entendre ce matin, parce que on nous annonce une canicule. Et à ce sujet, je remercie son chef de service, parce qu'il faut savoir que la météo, ça se fait le matin pour le 13h, et puis vous avez beaucoup de travail, vous avez pris sur votre temps et vous avez été autorisé. Il s'appelle comment Martin, merci Martin. Mais voilà, ça fait aussi partie de notre travail aussi. On est fiers de ce qu'on fait, donc d'en parler, mais c'est vrai que juste après je file parce que il faut qu'on aille enregistrer, et j'ai pas que des bonnes nouvelles à annoncer pour demain, donc on va encore me détester. Vous allez dire quoi dans le bulletin de 13h? Demain, on risque bien d'avoir la journée la plus chaude qu'on a jamais enregistrée en France, depuis l'histoire des relevés. Mais on a eu envie de vous recevoir aussi parce que y a un de vos confrères de BFM qui a raconté qu'il se faisait insulter, menacé de mort parce qu'il annonçait la vérité, et que y a une forme de climato-scepticisme qui fait qu'il y a une violence à votre égard. Vous en êtes victime, vous aussi? Alors, je pars préventivement. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux, notamment X, le 31 décembre 2023, parce qu'on voyait déjà la tournure que ça prenait. Mais je serais peut-être un petit peu plus, compréhensif avec je pense qu'il y a de l'angoisse qui s'exprime surtout, et que le climato-scepticisme finalement il est que minoritaire, mais je comprends très bien que les gens soient angoissés parce que on avance vers l'inconnu, on avance vers des choses qu'on n'a jamais vues, et avoir une canicule comme ça en juin, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous répondez? Il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver. Il fait chaud l'été. C'est ce qu'on voit sur le web. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. À ceux qui disent ça, l'avocat du diable. Complètement. Mais factuellement, regardons ensemble les records de température. On en bat presque tout le temps des records de température de chaud. Regardez la dernière fois qu'on bat des températures de records en froid. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez eu une vigilance grand froid qui a été déclenchée? Oui. Oui. Donc en fait, il fait froid l'hiver, mais il fait de moins en moins froid. Il fait chaud l'été et il fait de plus en plus chaud. Et là, on nous annonce, et on va en reparler avec vous, des températures rarement atteintes. Vous nous disiez... Alors on les a déjà atteintes, voire dépassées, notamment. Le record de France, c'est 46 degrés, c'était en juin. Ouais. Mais là, quand vous avez 84 départements qui sont en orange, c'est une canicule qui est exceptionnelle par sa précocité, par sa durée, par son intensité et par son étendue géographique. 40-41 degrés demain, c'est invivable en vrai. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ouais, vive Toulouse. Toulouse a une nouvelle fois soulevé le... Alors, je sais pas si c'est le bouclier de Brennus. Oui, bravo. C'est ça. Bravo. Quelle victoire, même si les Bordelais n'ont pas à rougir du match qu'ils ont fait, parce que ça s'est joué vraiment à peu de choses. Alors, si Emmanuel Macron n'a pas été sur le terrain, vous savez, saluer les joueurs. En revanche, alors là, à la fin du match, direction les vestiaires, ça sent bon l'homme sportif tout en sueur. Je sais pas si vous avez vu des images d'Emmanuel Macron dans les vestiaires. Une petite binouse à la main. Qu'est-ce qu'il aime ça? Manu, tu vas lui faire la bise à Macron, tout. Un immense bravo à tous ici. C'est pas la première que je vous vois gagner, mais c'est peut-être la plus belle. C'était une finale magnifique. Vous êtes allé la chercher avec les tripes, la volonté. Vous avez rien lâché et vous nous avez régalé. Donc bravo. Merci.
Et voilà, c'était l'événement évidemment sur Sud Radio qui est et comme quoi on peut s'amuser dans les vestiaires. Célébrer une victoire sans casse et sans détériorer comme au foot. Allez. Bah oui. Elle a dit yes. Ça vous fait penser à quoi, Sébastien, si je vous dis qu'elle a dit yes ce week-end? Sébastien, voyons. Un mariage. Lauren Sanchez. Mais oui, elle a dit oui à Jeff Bezos. Bon, faut dire qu'il avait mis le paquet. Si elle avait dit non, ça aurait été un peu la honte quand même. Quand tu as dépensé plus de 30 millions et qu'on t'offre un diamant de 35 carats, c'est compliqué de dire non. Et on reconnaît d'ailleurs dans ce qui s'est passé ce week-end à Venise. Vous connaissez le slogan d'Amazon? C'est travailler dur, s'amuser et écrire l'histoire. C'est une arrivée sur les eaux de Venise particulièrement scrutée. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et sa future épouse, la présentatrice de télévision Lauren Sanchez, avaient pourtant tenté un débarquement discret. La Cité des Doges accueille en effet le couple en vue de son mariage en très grande pompe. Près de 250 invités haut de gamme comme la star Kim Kardashian, Bill Gates et Ivanka Trump, la fille du président américain. Ils sont venus en jet privé ou en yacht spectaculaire, de quoi contraster avec les gondoles traditionnelles. Je ne suis pas contre le fait qu'ils viennent, si ça rapporte du travail. L'événement n'est pourtant pas du goût de tout le monde. Il y a quelques jours, place Saint-Marc, des manifestants dénonçaient la venue du milliardaire en lui adressant ce message. Si tu peux louer Venise pour ton mariage, alors tu peux payer plus d'impôts. Ça vous choque ou ça vous fait rêver? C'est très choquant, évidemment. Ah bon, pourquoi? Il y a quelque chose qui fondamentalement relève de l'injustice, et je pense que tout un chacun, en tant que citoyen, on est capable de comprendre ça. C'est-à-dire que moi, si je prends par le prisme du réchauffement climatique, ce sont les ultra riches et les plus riches, voilà, et qui en souffrent au premier chef, les populations les plus pauvres et les plus précaires. Donc c'est profondément choquant, c'est profondément injuste. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais ça va ramener de l'argent à la ville, ça donne un coup de projecteur à Venise. Parce que Venise en a besoin, il y a un surtourisme de dingue, ils en ont pas vraiment besoin, quoi. Et surtout, il y a Leonardo DiCaprio, je sais pas si vous avez vu, qui donc est un militant écologiste. Oui, ça m'a presque surpris qu'il soit là. Qui était là, qui a dû venir en jet et qui s'est caché avec sa casquette pour ne pas qu'on le prenne en photo, mais tout le monde savait qu'il était là. Coup de chaud à France Télévisions, et cette fois-ci, c'est pas dû à une coupure de la clim. Ce week-end, on a appris que Laurence Boccolini était mis à l'ombre des enfants de la télé. Pourquoi? Why? Quelle raison? On ne sait pas. Don't know. Et idem pour Question pour un champion, qui est relégué au week-end. Pourquoi? Why? Quelle raison? Don't know. Même Samuel Etienne s'en est étonné sur son compte Twitch. Question pour un champion est dans une étonnante bonne forme au vu de son ancienneté. L'émission se classe régulièrement numéro 1 dans sa case horaire, toutes chaînes confondues. J'ai demandé les chiffres du coût de l'émission. Question pour un champion est l'un des programmes les moins chers de la grille de France 3. Par rapport aux autres jeux de France 3, la différence est de quelques centaines d'euros par numéro de Question pour un champion, parce que le coût de construction d'un épisode de Question pour un champion, notamment les fameuses questions de notre jeu, fait appel à plus de personnes qu'un jeu classique. C'est avec mon salaire inclus, bien sûr. Sur toutes les chaînes, les jeux sont les programmes dont le rapport coût-audience est le plus intéressant, parce qu'ils peuvent être enregistrés en salve. Moi, par exemple, j'enregistre 6 émissions par jour, ça baisse le coût unitaire de l'émission. Les audiences ne sont pas en cause, ni le coût de l'émission. Vous avez travaillé avec Samuel Etienne, je ne vais pas vous interroger parce qu'évidemment... Je connais pas les ressorts de la décision. Bah oui, j'imagine. Mais ça vous fait quelque chose, Samuel Etienne, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Oui, je lui ai envoyé un petit SMS parce que c'est quelqu'un qui s'investit, puis surtout quand on travaille avec lui à l'info, c'est un modèle. Il faut se lever tôt pour lui apprendre quelque chose. Il est le premier arrivé, il est le dernier parti, il travaille beaucoup, donc forcément, on peut que s'en inspirer. Donc voilà, c'est vrai que ça me touche parce que j'imagine aussi qu'il y a plein de gens derrière. Il y a une équipe de 40 personnes, je crois, derrière, et puis c'est une émission patrimoniale. On a un petit peu de mal à comprendre. Il y a des clubs aussi. Quand j'étais sur France 3, on allait les voir les gens. Voilà, donc il y a sans doute des raisons qui expliquent cette décision, et je ne les connais pas. Et vous avez cette petite idée que ça peut s'arrêter du jour au lendemain quand on présente la météo ou quelque chose? Vous avez un plan B? On n'est pas propriétaire de son siège, donc faut être très humble par rapport à ça. En revanche, j'ai zéro plan B. C'est vrai? Oui, parce que j'aime bien me dire que j'ai toujours fait comme ça, même à la fac, au moment des études. C'est au dernier moment que je me mets à vraiment réviser et travailler. Alors avec la chaleur, on va en parler dans la deuxième partie. Il se passe quelque chose d'incroyable. Les ventes de mini-ventilateurs s'envolent. Vous savez, on voit tout le monde avec ses mini-ventilateurs dans le métro ou au travail, venant de Chine. Alors il y a de nombreux modèles. Reportage dans le 20h de France 2.
L'éventail, c'était l'objet indispensable pour se protéger de la chaleur. Mais il a désormais un sérieux concurrent, le mini ventilateur portable. Tous les jours, dans le métro, dans le bus, partout, il est avec moi. Je sens que vous êtes accro. J'adore. Ces touristes londoniennes sont elles aussi séduites. On peut le plier, le poser sur la table. Je ne peux pas quitter la maison sans lui. S'il n'est pas chargé, je ne pars pas. C'est comme un téléphone. On rentre chez nous le recharger. Ils s'arrachent en boutique et frôlent la rupture de stock. On a un client sur 2 qui demande des ventilateurs. Quasiment tout le stock qu'on reçoit sur la journée, il part direct. Ça nous fait pas la journée. Et oui, qu'est-ce que vous aimez ce genre de reportage, Valérie? J'adore. Mais en tout cas, c'est un vrai phénomène et ça se vend énormément. Bon, je vous ai épargné parce que parce qu'il y avait la finale de Masked Singer ce vendredi. Alors qui a gagné? Qui a gagné? C'est une bonne question. Non, mais si, Lola Dubini. Lola Dubini. Lola Dubini qui a gagné et dont on a été étonné de la voix et des performances. Mais vous avez été sauvé par Quotidien, car vendredi dans Quotidien, il recevait Benjamin Biolay, que vous aimez bien, et qui est venu présenter son single juste avant Tomber. L'album sortira le 17 octobre. J'en connais une qui va le télécharger. Écoutez le single. Ça valait le coup d'essayer. Le coup de lapin d'oreiller, le diable en déshabillé, vêtu de rien. Bah ouais, j'aime bien. Alors moi je vais rester avec Lola Dubini. Allez, on se retrouve dans un instant avec Sébastien Thomas qui présente la météo. Vous présentez le journal Météo Climat. On va parler avec vous de cette canicule et puis surtout de ce rôle que vous avez et surtout de la place donnée par France Télévisions à la météo. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sébastien Thomas. Vous êtes présentateur météo tous les jours, Météo Climat après le 20h. Journal météo. En ce moment, c'est la canicule. On nous annonce la canicule. Elle est là. Donc, elle est là, elle est bien là. Jusqu'à demain. jeudi, c'est ça? J'en profite, je vous ai sous la main. Jeudi après-midi, ce sera fini partout, même si ça va peut-être résister un peu en Méditerranée. Mais dès mercredi soir, on va commencer à respirer par le nord-ouest. Mais après, ça reprend apparemment les chaleurs. Je vous annonce a priori une semaine de température normale, donc 20-25 au nord, 30-35 au sud. Mais donc on va parler de ça, de cette météo, de la façon dont aujourd'hui on en parle, et puis de la polémique ou des polémiques qui ont été lancées polémique, ces deux présentateurs qui ont raconté être menacés, insultés sur les réseaux. Vous nous avez dit que vous aviez quitté. Déjà vous, votre parcours, comment on passe de journaliste, vous avez présenté des journaux, vous avez été reporter, comment on devient monsieur météo? En France, en fait, il y a cette particularité-là que les gens qui font la météo ont leur carte de presse. C'est pas le cas partout en Europe, par exemple. Et moi, c'est vraiment dans cette lignée-là que je m'inscris, c'est la météo, c'est de l'info. Je faisais des JT sur France Info et en fait, en canicule, en inondation, en tempête, on parle de ces intempéries. Eh ben, vous ne savez pas si bien dire. J'ai retrouvé un de vos premiers journaux et qu'est-ce qu'il y avait à la une? Un phénomène météo, et vous vous êtes pas privé, à l'époque c'était sur Paris-Île-de-France. Voici les titres que nous allons développer ensemble dans cette édition régionale en Île-de-France. Avec cette équation à une seule inconnue, un jour, Paris et sa région seront envahis par les eaux de la Seine et de la Marne. On ne sait pas quand, mais ça arrivera. Pour être prêt, un exercice grandeur nature a lieu aujourd'hui. Trop de logements sociaux. Non, mais ça fait partie de l'actualité. La crue centenale, une chance sur 100 que ça arrive tous les ans. Parce que souvent on se dit c'est une crue qui revient tous les 100 ans, non, c'est une chance sur 100. Et c'est vrai toujours le cas. Oui, on sait pas quand ça arrivera, mais on sait que ça arrivera. Et il y a des plans qui sont prévus partout. Je sais qu'il y a TF1 qui est au bord de la Seine. Nous aussi, et vous aussi à France Télévisions, il y a des fois ils montent des bâtards d'eau là pour protéger. À la RATP, ils ont des brouettes et ils savent boucher les trous. C'est impressionnant. Et vous recevez beaucoup de courriers?
Non. Alors maintenant, il n'y a plus le courrier, mais... Quelques-unes très touchantes auxquelles j'essaye toujours de répondre. Même les gens qui écrivent les timbres aussi pour la réponse en disant m'oubliez pas. Et donc je trouve ça trop mignon. Et des lettres d'amour? Non, pas d'amour. C'est vraiment... Ah, vous n'avez pas des filles qui vous écrivent? Non, j'ai pas cette chance. Mais écoutez, je ferai attention. Mais plutôt des gentilles lettres de téléspectateurs. Alors, une auditrice me dit les météorologues se prennent pour des scientifiques. Alors, est-ce que les météorologues sont des scientifiques? Est-ce que vous êtes météorologue? Est-ce que vous avez eu une formation? Alors, moi, je suis pas météorologue, mais je travaille avec un ingénieur. Et d'ailleurs, on est la seule télé à avoir à demeure un ingénieur prévisionniste qui dessine les cartes et qui nous explique. Et moi, je suis un passeur. C'est-à-dire que, en vrai, on se dit les choses, je sais toujours pas vraiment ce que c'est qu'un anticyclone. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir ce que c'est qu'un anticyclone pour dire aux gens qu'en ce moment, il y a un phénomène de dôme, de chaleur et tout ça. L'idée, c'est de faire comprendre de façon simple, sans être simpliste. Donc, je suis pas scientifique. En revanche, et ça, c'est très important pour nous, on donne la parole aux scientifiques. Les questions qu'on nous pose, nous, on les passe. On les fait, on les expose à des scientifiques qui nous répondent. Et en fait, on a l'impression comme ça d'être un trait d'union entre les téléspectateurs et les scientifiques. Et donc, c'est comment vous avez réagi aux déclarations de votre confrère de BFM, Guillaume Séché, qui a raconté qu'il n'en pouvait plus de ces... Alors, c'est pas le seul. Il y a aussi Serge Zaka, que vous connaissez peut-être, effectivement. Et vraiment, je suis très peiné parce que ce sont des passionnés. Vraiment, ils adorent ça. Et ce qu'ils font... Ils le font sans compter leurs heures pour informer le public. Serge Zaka, par exemple, là, il est en train de nous expliquer que quand il fait 45 degrés en Andalousie, quand on achète des fruits et des légumes au supermarché, forcément leur prix va monter. Parce que comment est-ce que vous voulez produire des fruits et des légumes? Donc c'est un intérêt public et légitime. Donc c'est dommage. Et encore une fois, vraiment, je pense que derrière cette haine qui s'exprime en ligne, il y a avant tout de l'angoisse. Et peut-être qu'un des remèdes, c'est la nuance, la complexité, la pédagogie. Oui, sauf que les clés, excusez-moi Valérie, comment prouver que le climat se réchauffe? Et il suffit d'être factuel, en fait. Si on regarde toutes les publications scientifiques du GIEC, c'est à 100% certain que l'homme est responsable du réchauffement supplémentaire. Mais ce qui est super, et là, c'est aussi là où moi j'insiste, c'est que l'homme est à 100% capable, du coup, de corriger ça. Et on a toutes les solutions, on sait faire. Vous faites ? Ah bah bien sûr. Alors, mais honnêtement, c'est pas en faisant pipi dans la douche qu'on va résoudre le truc, ou en venant en vélo. Alors j'essaye, bien sûr. Moi, je donne pas de leçons. C'est-à-dire que, allez pas expliquer. Moi, je viens de province, je sais comment ça se passe. On peut pas se déplacer sans voiture pour aller le mercredi au foot ou au tennis. On n'a pas forcément, en revanche, besoin de voiture, on a besoin de mobilité. Les gens, ils ont besoin de se déplacer. Donc, on a aussi la possibilité de se dire, allez, on y va, on bosse tous ensemble, mais tous ensemble, et on se dit que c'est un formidable défi auquel l'humanité est confrontée. C'est peut-être utopique, mais je préfère. Sébastien Thomas. Et moi, j'y crois. Regardez ce qui s'est passé l'été dernier au JO. Les Français, on dirait, ça va être nul. Dès lors qu'on est capable de se saisir tous ensemble d'un truc, ça marche, parce qu'en fait, il faut aussi se dire que, collectivement, on est capable. Mais ça passe effectivement par des actions, mais des actions au sens large et aux politiques au premier chef. De prendre des responsabilités. À un moment, on nous a dit que ça venait du trou d'ozone ou autre. On a supprimé tous les gaz à effet de serre. Non, mais ça c'est. On a supprimé les gaz à effet de serre. On a été capable. Le trou d'un couche d'ozone, il a disparu. D'accord. C'était les PFC dans les aérosols. Sur le réchauffement climatique. C'est refait. La couche d'ozone, c'est parce que j'entends souvent le réchauffement climatique, c'est les variations, le cycle solaire, les volcans. Ça a été documenté. Et vous pouvez trouver les rapports du GIEC en ligne. Alors le GIEC est contesté. Et le GIEC, c'est quoi Les GIEC, c'est quoi Le GIEC, c'est des scientifiques de chaque pays. Ils ne produisent pas d'études. Ils rassemblent tout ce qui est disponible et ils le mettent à disposition des décideurs. En fait, les gens parfois s'imaginent que le GIEC, ce sont des gens qui sont en train comme ça de fomenter des petits complots dans leur coin. Mais non, chaque pays désigne des experts du GIEC, chaque pays sur la planète, et tous ensemble, ils observent et ils regardent la documentation disponible. Et je vais même vous dire, souvent, les rapports du GIEC sont sous la vérité, c'est ça. Parce qu'en fait, les chiffres qui sont disponibles sont eux-mêmes minorés par les gouvernements. Mais les effets du réchauffement climatique sont bel et bien réels. Je pense que là, on voit la fonte des glaces dans certains endroits. Mais on voit surtout cette chaleur. Mais on va vous dire, en 76, il y a eu une canicule. Il a toujours fait chaud. Alors, non, mais allons-y. Oui, non, mais je vous dis ça. En 47, en 76. Et après il y a eu 47, 76, il y aura 2025. 2003, 2006, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. En fait, il y a eu, on est dans la 50e vague de chaleur là. Les 2 tiers, c'est après les années 2000.
50e vague de chaleur depuis 47. Les 2 tiers, c'est après les années 2000. Alors, il y a 2 pays. Moi, j'ai des gosses, j'ai mes enfants qui sont à l'école. Je me suis demandé ce matin si on allait les mettre. Il fait 35 degrés. La maîtresse a été obligée d'amener ses ventilateurs. C'est le cas aussi de nos auditeurs, j'en suis sûr. C'est pas possible. Les gens qui disent il faut travailler plus et travailler plus longtemps, on est productif quand il fait 35 degrés dehors ? Quand on n'arrive pas à se reposer la nuit parce qu'on se tape des nuits à 25, on est productif ? Non. Mais ce qui est lamentable aussi, c'est de devoir ne pas mettre ses enfants à l'école parce que ce sont des étuves, qu'il n'y a pas de ventilateur et autres. Et ce qui est ouf, moi, ce qui est fou, c'est que mon école a été construite en 2013. Hein. C'est ça, c'est qu'on n'a pas prévu. C'est-à-dire qu'à un moment, juste, les toits qu'il faut peindre en blanc, la végétalisation. Moi, je me mets à la place des gens qui vivent en ville. Les îlots de chaleur urbains, c'est quand même quelque chose de terrible la nuit. Alors, il y a 2 oppositions. La Chine qui a pris conscience des choses, qui est à fond sur l'électrique, qui a pris vraiment le tournant sur l'écologie. Même si on brûle encore du charbon en Chine. Mais quand même, ça devient quand même le fer de lance c'est quand même fou d'ailleurs, de l'écologie. Et à côté, Donald Trump, qui lui arrête tout ce qui concerne l'écologie et autres. Comment se situe la France ? Elle est plutôt du côté de la Chine ou du côté des États-Unis ? Alors, la France, c'est plutôt déjà à l'échelle européenne qu'il faut voir. Nos émissions baissent. Il faut bien se dire aussi que, j'entends souvent, on est responsable de 1% du réchauffement climatique. Déjà, dans une avalanche, chaque flocon se dit que c'est pas de sa faute. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on prenne conscience qu'on a des émissions d'une certaine manière qu'on délègue. C'est-à-dire que quand on achète un iPhone ou une voiture, souvent elle est produite à l'extérieur. Donc ce bilan carbone, il faut aussi en prendre conscience. Au niveau européen, on voit en ce moment qu'on est dans un backlash malheureusement et que les politiques... c'est un retour de bâton. Voilà, c'est ça. On est en train de reculer un peu sur les avancées. C'est dommage, mais je suis vraiment pas persuadé que l'opinion publique ait envie de ça. Je pense que les gens ont conscience, et notamment depuis l'été 2022 qui a été un été charnière. Je peux vous dire un truc. Avant le réchauffement, l'été 2022, il était statistiquement impossible. C'est-à-dire qu'avant le réchauffement climatique, 2022, ça n'existe pas. L'été 2022, c'est pas possible qu'on ait ça. Si on change rien. C'est le fameux bulletin d'Evelyne Delia. Si on change rien, 2022 à la fin du siècle, c'est un été frais. Donc juste, voilà, on a le constat, maintenant il faut juste se retrousser les manches. Ça veut dire qu'on se dirige vers des températures que l'homme ne pourra plus supporter ? Franchement, on ne s'adapte pas à un réchauffement à 4 degrés. Non. Voilà, ceux qui vous disent ça, ils vous mentent. Et donc, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Non, alors non, justement, c'est pas trop tard. Et c'est vrai qu'on s'est dit, le 1,5, cet objectif de pas le dépasser, on l'enterre, c'est dommage, vas-y, on s'en fiche, on va faire 40 allers-retours en Australie. Non, parce que chaque 10e de degré compte. Prenez la fièvre, c'est pas pareil quand on a 39,5 ou quand on a 39. En fait, on sent la différence. Au niveau du climat, c'est pareil. Chaque 10e de degré compte. Donc, c'est pas trop tard. On a les solutions. Alors, parlez-nous du journal Météo Climat. Donc, alors plutôt, depuis le 20 juin, c'est météo de l'eau. Oui, absolument, la météo de l'eau pour faire prendre conscience. Pour répondre aux questions, parce qu'en fait, vous savez, on a nos petits QR codes où les gens nous envoient des questions et il y a plein de questions qui reviennent sur l'eau. Donc, on s'est dit, ce serait hyper intéressant de répondre aux gens, de leur dire. De répondre à leurs questions sur l'eau, sur la disponibilité. Typiquement, mais vous avez vu toute la flotte qu'on s'est tapée cet été, cet hiver, comment ça se fait qu'on parle déjà de sécheresse ? Parce qu'il y a plusieurs types de sécheresse. Il y a la sécheresse des sols, donc là ça va, les nappes phréatiques, mais il y a la sécheresse de surface, et les agriculteurs ils le savent très bien en ce moment, si vous essayez de piocher, c'est pratiquement que de la poussière dans les premiers centimètres. Donc ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des questions qui vous étonnent de la part des qui auditeurs ? Nous étonnent, non, mais qui nous font réfléchir. Typiquement, il y a plein d'eau là dans le Rhône là par exemple. Est-ce qu'on peut pas faire un canal et puis mettre l'eau du Rhône vers Perpignan qui a besoin d'eau ? Et moi je me suis jamais posé cette question. Donc on a posé la question à un hydrologue et c'est intéressant la réponse. C'est que oui, on a aussi besoin d'un apport d'eau douce dans l'eau salée pour la biodiversité. Et puis en fait c'est pas des bonnes idées. Donc ça permet de réfléchir ensemble et d'être plus intelligent à la fin de la journée. On est d'accord. On en profite. On vous a sur la main. Sous la main. Ah oui, sur la main. Sous la main. Les piscines. C'est un peu, ça sert à rien, toutes les lois sur les piscines, parce que finalement, on renouvelle pas. Je parle de l'eau, justement, sur le fait d'économiser l'eau et. Les piscines, honnêtement, quand on a une maison et qu'on a bossé dur toute sa vie pour avoir une piscine, on a envie d'en profiter. Et puis c'est une eau qui se renouvelle. Est-ce que c'est normal de mettre de l'eau potable ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Ça, c'est à discuter. Et j'ai vu que TF1 avait fait un sujet sur les mini-piscines qui sont en vogue. Pourquoi pas après, ils sont en vogue. C'est parce qu'il y a eu un règlement dans certaines villes où on
leur demande de réduire la piscine. Il faut avoir les moyens. D'où ma question. 17 000 euros, je crois, la piscine. Donc voilà. Et puis après, il y a les lacs, il y a les rivières, mais on a tous besoin de se rafraîchir. Encore une fois, il ne faut pas accabler. Il faut juste travailler ensemble à une transition. Expliquer. Ah bah oui, de toute façon, donner des leçons, on s'en sortira pas, ça sert à rien. Vous êtes le programme le plus regardé à France Télé ? Je sais pas si en direct on est le programme le plus regardé. En revanche, on est un des plus consommés en replay. Ouais. Incroyable. Oui, parce que ça continue d'intéresser et d'être le sujet. Je pense que les gens, ils aiment bien. Parce qu'en fait, ils ont leur appli qui leur dit 15 jours, dans 15 jours, il va faire tel temps, et en fait, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, nous, on essaie d'expliquer pourquoi il fait ce temps-là. Et vous avez participé à Un si grand soleil ? J'ai fait un petit tournage dans les coulisses d'Un si grand soleil, qui est une série label EcoProd 3 étoiles. En fait, ils font plein de trucs, et je ai découvert ça, pour lutter contre le réchauffement à leur échelle. Mais ça va de pas de gobelets, pas de viande rouge à la cantine, pas de groupe réduire au maximum mais de l'empreinte carbone. De 50%. Quand même. Vous savez pourquoi elle parle de ça, Valérie ? Oui. C'est parce qu'on va recevoir Aurélie Konaté pour le nouveau feuilleton d'M6. Et vous savez quoi ? Comme ça fait peur à France Télévisions, à partir d'aujourd'hui, il y a 2 épisodes d'un si grand soleil pour pouvoir être pile en face d'M6 et que les gens restent comme ils sont. Il y a une fanbase d'Un si grand soleil, ils pourront pas aller sur M6. Et vous m'avez donné une autre information. On peut la donner ou pas ? Oui, bien sûr que TF1 va faire un journal de 52 minutes dorénavant pour contrer également. Il va y avoir de la concurrence. Oui, il va y avoir de la concurrence. Donc la météo sera en face de nous à nouveau. Voilà, exactement. Donc petit bulletin météo. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va monter. Oui. Aujourd'hui, demain, paroxysme demain, journée peut-être la plus chaude jamais enregistrée, sans doute de nombreux records battus peut-être aujourd'hui, moins sûrement demain parce qu'on sera en juillet. Attention aux feux de forêt. En juillet. En juillet et donc, les records mensuels sont plus faciles à battre en juin qu'en juillet. Attention à pas trimballer des barbecues sur sa remorque sur le Ah oui, non mais ça c'est le con du jour, franchement. 90% des incendies sont d'origine humaine. Moi je pense aux pompiers par 50 degrés là dans leur uniforme en train d'étendre les feux. On n'a pas besoin de ça. On est d'accord que vous ne savez pas si l'été sera chaud. Non, on peut pas le savoir. En revanche, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de tempête de neige a priori. Voilà. Statistiquement, c'est improbable. Non, mais sans déconner, je parle mal. Excuse-moi. Les prévisions saisonnières nous disent que ce sera sans doute un été très sec et un été beaucoup plus chaud que la normale, 2003, 2022 peut-être. Les prévisions météo, elles sont fiables à combien de jours ? Ça dépend. Là, en ce moment, on peut vous dire pour une semaine, mais en période de transition printemps-automne, celui qui vous dit au-delà de 2-3 jours parfois, dès qu'il y a une goutte froide, quand vous entendez des gouttes froides, ça fait on peut pas savoir au-delà de 48 heures parfois. Allez, merci d'avoir été avec nous, Sébastien Thomas. On était ravis de vous recevoir. Donc, on vous retrouve tous les jours, météo climat après le 20h. Et puis, la météo de l'eau également. Merci à vous. Et dans un instant, effectivement, l'événement de l'été, c'est la nouvelle série d'M6 qui arrive dès ce soir. Merci beaucoup. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Le supplément média. Le supplément média. C'était le jingle de l'info. Le supplément média avec Aurélie Konaté. Bonjour Aurélie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes avec nous depuis Vendargue, en Occitanie. Ce soir, c'est le lancement de la série Événement, série quotidienne, nouveau jour sur M6 à 20h35. Sur M6 et sur M6+, donc nouveau jour, c'est la nouvelle série quotidienne dont vous faites partie. Donc on va peut-être citer ceux qui sont autour de vous. Il y a on est très nombreux. Vous êtes très très nombreux. C'est un super casting. Vincent Dezania, Laetitia Milo, Bruno Solo, Jean-Baptiste Monnier, Gabriel Adjé, Elena évidemment. Voilà, Juliette. Marion Aimé qui fait sa première. C'est une jeune première, une comédienne extraordinaire. Oui, qui vous allez découvrir. Un rôle très important. Très important. Moi, j'avoue que j'ai regardé les 2 premiers épisodes. J'aurais bien regardé le 3e, mais j'étais et franchement, ça fonctionne très très bien. Vraiment, il y a tout. Il y a tout qui est réuni. Alors, on vous aperçoit au tout début dans le premier épisode. Vous arrivez quand exactement ? J'arrive dès le 3e épisode. Ça y est, voilà. Vous avez raté celui où on me voit vraiment. On a raté celui où on voit vraiment. Non, mais dans le premier épisode, on m'aperçoit et c'est un peu aussi l'épisode qui fait qu'on aperçoit un peu tous les personnages qui vont
qui vont faire partie de cette aventure. Alors, c'est quoi le speech? Et ensuite, alors ça se passe dans le pitch. Ça se passe dans un hôtel. Elena, donc Louise, son personnage, récupère la gestion de l'hôtel. Elle le gère avec son fils Gabriel. Et à partir de là, il va se passer pas mal de choses que vous allez découvrir dès le premier épisode, et une intrigue assez folle. Et autour de cela, eh bien, il y a des secrets de famille. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut se cacher dans une famille, tout ce qu'on peut se dire, ne pas se dire, les vengeances sous-jacentes, l'amour, les amitiés. Voilà, c'est un peu tout ça. Il y a de la tension, il y a du mystère, il y a de l'amour, il y a tout ça. Il y a ce château magnifique, enfin cet hôtel château magnifique. Il y a des méchants, il y a des gentils. C'est vraiment un peu tout ce qui se passe dans une famille aussi, parce que c'est vrai que dans les familles il y a un peu tout ça mélangé. Alors là, c'est un peu extrapolé, évidemment. Et puis des dialogues qui sont plus que modernes, qui sont assez enlevés, assez drôle. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans les 2 épisodes que j'ai vus. C'est vrai, on a beaucoup de chance. C'est très bien écrit. Et c'est un plaisir de jouer ça, parce que du coup, c'est très fluide et c'est très moderne, comme vous l'avez dit. Alors Valérie, c'est un enjeu pour M6 qui a cassé la tirelire, ce qui est rare chez M6. 65 séquences tournées chaque semaine, 34 comédiens permanents, 30 scénaristes, 4 décors principaux, 35 sous-décors, un backlot de je sais pas ce que c'est un backlot, de 3000 mètres carrés comprenant maison, commerce, bâtiment. Alors le backlot, en fait, c'est on va dire que c'est quasiment une fausse ville, mais à ciel ouvert, ce qui est très rare, parce qu'en général, on sécurise avec la météo, donc on fait des studios fermés. Et là, vous avez la caserne, le commissariat, vous avez le bar, vous avez des immeubles, c'est une pharmacie. Enfin, c'est assez impressionnant. On a l'impression d'être vraiment dans Montpellier. C'est incroyable. Alors c'est ce qu'on appelle le backlot. Voilà, le rythme de tournage, il est assez infernal, parce que évidemment, on a demandé que vous soyez présents avec nous, mais en fait, tout le monde est là-bas, en fait. Ouais, c'est ça. Le rythme de tournage, en gros, on tourne du lundi au vendredi. Ouais. Donc c'est assez intense. Voilà, mais c'est un plaisir. On n'est pas au bagne. Je précise quand même qu'on est très content d'y aller à chaque fois. Comment est-ce que vous avez été casté? Vous avez fait un casting? On vous a pris d'office? Comment vous avez été contacté? Pourquoi vous avez accepté? On m'a contacté avant que les castings commencent pour savoir si j'étais intéressée de repartir sur une quotidienne. Et ensuite, j'ai passé un casting comme tout le monde, voilà. Et honnêtement, j'ai été très bien accompagnée lors de ce casting, et ça, je sentais, je ne sais pas pourquoi, parfois on le sent, je sentais que c'était pour moi. Voilà. Que Sophia, ce personnage de Sophia Camara que j'interprète, qui est capitaine des pompiers, je tiens à dire aussi que les femmes, absolument, il y a beaucoup dans de cette femmes, série, sont très nombreuses et ont des rôles de femmes fortes. C'est très agréable. Absolument. Merci à Mohamed et à Marie qui ont créé cette série, d'avoir créé des personnages féminins aussi forts. Vous avez commencé à tourner quand? On a commencé à tourner le 14 avril. Ah oui, donc c'est... Donc ça fait 3 mois là. Ça fait 3 mois, donc... Et vous continuez tout l'été? Oui, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. On a une toute petite pause d'1 semaine en août, voilà, qui nous a été gentiment accordée. Parce que le rythme, en effet, est très intense. Mais sinon, non, ça tourne à l'année. Donc voilà, on est parti pour Mais ça va vous bloquer pour d'autres projets? Alors pour l'instant non, pas du tout. Moi j'arrive. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait énormément de choses à côté. Je joue. Alors le théâtre là pour l'instant, j'ai dû mettre quand même un petit frein. J'ai juste joué vendredi dernier en dépannage et c'était agréable de retrouver les planches. Mais sinon, je continue à présenter Eurodreams. Je continue à faire du doublage parce que j'en fais énormément depuis quelques années. Donc pour l'instant, j'arrive à concilier tout. On verra par la suite, mais ma priorité, en tout cas, c'est Nouveau Jour aujourd'hui. Tu es joué à Eurodreams. On peut gagner plein de millions sur la Française des Jeux. C'est vrai. Mais Aurélie, je pense tellement à vous quand je vous vois. Je dis peut-être, grâce à Aurélie Konaté, je vais être milliardaire. Mais bon. Il faudrait soudoyer l'huissier, surtout parce que moi, je ne peux rien faire. Mais oui. Comment ça se passe une journée de tournage, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs les coulisses, parce que vous n'êtes pas tout le temps à l'image? Non, alors en fait, une journée de tournage, la veille, on a ce qu'on appelle une feuille de service.
qui nous précise toutes les séquences que l'on va tourner le lendemain et nos horaires. Donc on arrive, on vient nous chercher pour nous emmener sur le plateau. On nous prépare, donc on nous coiffe, on nous maquille, on nous habille. Et ensuite, on a un répétiteur qui vient pour nous faire répéter les séquences que l'on a à faire pour que le texte soit vraiment mis en bouche et qu'on soit uniquement concentré sur notre jeu. Et ensuite, on va sur le plateau, on fait ce qu'on appelle une mise en place avec le réalisateur, voilà, en fonction de la séquence qu'il y a à faire, plus ou moins simple. Et ensuite, on répète et on tourne. Et ça va très vite. Ça va très très vite. Juste dire que la diffusion, c'est du lundi au vendredi à 20h35. Sur M6 et M6+, et que les téléspectateurs pourront sur M6+, avoir accès à 2 épisodes en avant-première, en exclusivité, 2 jours avant leur diffusion. Voilà. Mais les autres chaînes ont peur. C'est ce qu'on disait avec Gilles. C'est vrai. Apparemment, on fait peur. Alors, je trouve ça plutôt positif. Il y a 2 épisodes désormais sur France 3, pile en face de Un si grand soleil, et puis le journal de TF1 qui va être prolongé. Alors, on vous a connu bien évidemment, je suis obligé d'y passer, on vous a connu à la Starac et on vous a connu... Ah ben voilà, on vous entend ? Oui, moi je vous entends. Et Camping Paradis. Vous auriez aimé jouer dans la fiction musicale que diffuse TF1 en ce moment ? Ça vous aurait plu de jouer dans un Fame ? Alors moi j'ai déjà fait une sorte de Fame qui s'appelait Chante. À l'époque c'était sur France Télé avec Priscilla d'ailleurs. C'est vrai. Priscilla Betty. Donc j'ai déjà fait partie d'une équipe comme celle-ci. Alors évidemment, il y a une de mes meilleures amies qui est dans cette Tout série qui s'appelle Joy Esther et évidemment, on aurait peut-être aimé partager des scènes ensemble, mais moi je suis ravie d'être sur Nouveau Jour, et puis la chanson c'est aussi quelque chose qui fait partie un peu de mon passé. Oui. Donc je suis contente d'être uniquement comédienne et puis qui sait, peut-être qu'on me fera chanter à un moment donné sur Nouveau Jour, on ne sait pas. Michael dit Aurélie Konaté, quel est le souvenir de Starac ? Tu étais la meilleure, donc bon, on va pas... c'est gentil comme donc tout. Je vous fais passer les messages des auditeurs. Merci une beaucoup, question, c'est adorable. Plusieurs scènes sont tournées le même jour sur plusieurs plateaux, ou est-ce qu'il y a un seul lieu et une continuité ? Non, il y a 2 équipes qui tournent et on peut donc en tourner sur plusieurs plateaux en même temps et plusieurs spots. Alors on doit bientôt vous laisser parce que vous allez aller tourner. Vous tournez quelle scène ? Aujourd'hui, non, je peux pas le dire. Mais non, parce qu'il y a du suspense. Moi, alors, j'ai une scène avec ma famille, avec mes enfants. Je tourne avec 2 comédiens formidables, 2 jeunes comédiens que vous allez découvrir aussi. Voilà. Vraiment bien. Alors moi, j'ai été accrochée. Je dois dire que ça marche, ça fonctionne. Ça m'a fait penser un peu au début de Plus belle la vie. Je vous souhaite une durée aussi longue, absolument. Juste avant de nous quitter avec Aurélie, sachez que le générique est chanté par Oshi. Je vous propose de l'écouter. J'ai trompé le passé avec mon futur. J'ai pris un aller sans retour. J'ai brisé l'armure pour des promesses d'amour. J'ai changé la clé, cassé la serrure de mon cœur bien trop lourd. Voilà, c'est vachement bien. Non, c'est super. Non, mais ça marche. Les critiques sont excellentes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce matin. Le Parisien, le Figaro vous mettent 3 étoiles et demie. Effectivement, c'est la série de l'été dans tout ce qu'on attend. Alors ça va continuer. Ils sont partis pour 1 an et demi quand même. Mais Elena est formidable. On espère plus même. Elena Noguera formidable. Jean-Baptiste Monnier. Votre personnage peut être tué. Oui, Mohamed Areski, Gabriel Adja, on peut pas tous les citer, mais Alexandre Varga. Vous allez découvrir une équipe incroyable. Merci d'avoir été. On recevra, ça va suivre le succès. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve. Merci. Et puis, à bientôt. Puis canicule, vous allez avoir chaud aujourd'hui. Montpellier, on pense à vous. Merci. On se retrouve nous dans un instant pour les débats. À bientôt, au revoir. Dans un instant, mettez-vous d'accord.